Bienvenue à la ferme de Beaumontel. Nous vous emmenons avec nous pour une petite visite. Et voilà, écoutez, voilà, nous avons l'accueil avec le soleil, qui est quand même un plaisir après ces périodes de pluie, dans l'étable. L'étable qui a été monument historique, construite après-guerre, mais c'est surtout que là, Bertrand Hervieux et Daniel Hervieux-Léger, tous deux sociologues, ont créé un espace d'exposition sur ces grandes étapes de l'agriculture, depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui, pour montrer comment se sont connues ces révolutions de l'agriculture, de la famine à l'abondance, d'aujourd'hui, comment prendre en compte l'agroécologie. Je crois qu'on a vraiment, avec Bertrand Hervieux et Daniel Hervieux-Léger, une exposition qui saura intéresser tous ceux qui vont voir maintenant cette expérience présentée par la chaîne YouTube de l'Académie. Allez, puisqu'il y a du soleil, je vais vous dire quelques petits mots sur l'étable avant de rentrer. Donc, ce bâtiment a été construit en 1949-1950, donc après la Seconde Guerre mondiale, sachant que toute cette propriété, la ferme, ont été bombardées. Il y a eu 62 bombardements ici entre 1943 et 1944, puisqu'il y avait ici un camp d'aviation allemand. Il y a eu c'était l'escadrille Reichshoffen qui est stationnée ici, et donc il y avait une cinquantaine d'avions, des Messerschmitt, qui étaient garés précisément sous des hangars. Il se trouve que le tas de fumier là-bas là, est coincé entre deux grands murs, vous verrez éventuellement. Ces murs abritaient une coupole de tôle sous lesquelles étaient glissés les avions. Et donc il y a tout un système de pistes qui reliaient les hangars les uns aux autres jusqu'à la ferme de Pierrelet qui est sur le plateau. Et donc il y avait en plus une très grosse réserve de munitions ici et un centre de communication. Donc au moment de la libération, évidemment, les Alliés ont beaucoup visé Beaumontel et aussi Beaumont, parce que la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg passe sur un viaduc, Cerquigny, enfin bon bref, tout ça a été assez dévastateur. Vous verrez quelques photos de l'état des lieux en 1944-45. Donc, il se trouve que mes parents n'étaient pas propriétaires à ce moment-là. Mon grand-père était le voisin et mon grand-oncle l'autre voisin. Les propriétaires étaient une famille d'aristocrates, les Fordust, qui avaient acquis cette propriété entre les deux guerres pour venir chasser à court en forêt de Beaumont. Et ils ont abandonné après la guerre parce qu'ils étaient complètement découragés par l'état des lieux qui était effectivement très dévasté. Et puis d'autre part, ils ont perdu leur seul fils dans un accident de voiture au moment de la libération. Enfin bon, bref, c'était assez dramatique. Et ils se sont tournés vers la famille pour reprendre les lieux. Donc mes parents ont acquis cette propriété en 1948. Et mon père, à ce moment-là, avait un très très beau troupeau de vaches normandes, puisqu'il avait une vraie passion pour la génétique normande. Et il avait, comme certains le savent, il avait créé la première maison de l'élevage en France, à Bernay. Et donc, il voulait évidemment une étable pour accueillir son troupeau. Et donc, il a imaginé cette étable en s'inspirant de ce qu'il avait vu aux Pays-Bas, considérant que les Hollandais étaient les meilleurs éleveurs et étaient les plus en avance sur les bâtiments d'élevage. Et donc, cette étable, il l'a imaginée avec l'architecte Feuillade, qui était l'architecte de la reconstruction de Beaumont. C'est une étable toute en béton, qui présentait plusieurs innovations à ce moment-là. La première des innovations était que les animaux n'étaient pas attachés le long du mur, mais attachés en avant d'une allée. Et donc il y a deux allées latérales entre le mur et les cornadises des vaches qui permettaient aux vachers de nourrir les animaux par devant et non pas entre les... Il y avait une rigole à purin, chaînes à fumier et des chaînes à fumier, voilà, avec des girafes qui étaient là et qui déversaient ça dans des romans. Des aérations passives qui étaient très importantes. Donc un grenier à foin et à paille au-dessus avec des trappes qui permettaient de descendre directement
le foin et la paille, sachant qu'à cette époque c'était des petites balles et pas des rondes balles. Au milieu, vous verrez ce qu'on appelle la salle de mélange, qui était le lieu de préparation des aliments. De l'autre côté, des box pour accueillir les vaches qui étaient en train de véler ou les animaux malades, etc., qu'on appelle l'infirmerie. Et au-dessus de l'infirmerie, un grand grenier à grains que notre fils Clément a transformé en studio de répétition, de théâtre, de danse, de musique. Et donc nous accueillons tout au long de l'année des compagnies, principalement de théâtre, mais pas exclusivement, et qui logent dans les communs qui sont en bas de l'avenue là. Et donc tout à l'heure, si vous voulez, je les ai prévenus, il y a une compagnie qui est là, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, on ira ensuite. Et donc, lors de cette inauguration de la salle de répétition, le Drac de l'époque, qui était un architecte, Luc Lurgier, s'est intéressé à ce bâtiment. Il était intéressé, il avait comme politique prioritaire d'inscrire ou de classer des monuments de l'architecture de l'après Seconde Guerre mondiale. Et donc, il n'avait pas classé, pas inscrit plutôt, de monuments agricoles ou ruraux. Et donc, il nous a proposé de déposer un dossier d'inscription. Et donc, ce bâtiment est inscrit depuis 2015. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous l'ouvrons au public. Et nous organisons régulièrement des expositions. Et cette année, j'avais voulu organiser, et ça me tenait à cœur, une exposition qui soit directement en résonance avec le lieu. Voilà. Donc, entrée. Donc, il y avait cette étable et était destinée à abriter 48 vaches. Il y avait donc 48 stalles, chaque vache avait sa stalle avec son ardoise, son nom, sa descendance, son ascendance plutôt, ses performances, etc. Donc l'étable a été débarrassée. Alors oui, quand même, ça c'est important à connaître, c'est que cette étable, donc les vaches sont rentrées ici le 27 septembre 1951 et elles les ont quittées définitivement en juillet 1956. Donc elles l'ont occupé, cette étape par sa destination première n'a été utilisée que pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que le modèle économique sur lequel reposait cette étape avait deux piliers. Le premier, c'était la sélection génétique que j'évoquais, avec une vente aux enchères tous les ans, le deuxième mardi du mois de janvier, donc de taureaux reproducteurs, qui étaient vendus là sur un ring. Donc on a envoyé des catalogues dans la Normandie entière, où les éleveurs venaient et achetaient ou n'achetaient pas un taureau, une génisse, etc. Bon, bref, c'était donc un moment très très important évidemment pour cet élevage. Et évidemment, à partir de 1952-53, donc juste au moment où s'est ouvert cette étape, l'insémination artificielle s'est mise en place, notamment ici, puisque Robert Cassou a mené beaucoup de ses expérimentations ici. Vous verrez d'ailleurs une photo de Cassou avec son Oldsmobile et sa cuve à azote là, pour congeler le sperme, et donc qui a fait des expérimentations ici. Et donc, à partir de 1956, le centre d'insémination de l'Aigle était en place, de la loupe, et donc il n'y avait plus de raison, les éleveurs et les agriculteurs n'avaient plus besoin d'un taureau à domicile tout au long de l'année. Donc cette perspective-là s'est effondrée. Et de l'autre côté, tout le lait de cette étape a été transformé par ma mère en petit suisse, en yaourt, en beurre, en crème, en tout ce que vous voulez, plus de la volaille. Enfin, tout ça était un boulot assez considérable. Or, nous étions aussi 5 enfants, enfin tout ça était assez lourd. Et un signal a été donné à partir de 54-55 à travers les petits pots de yaourt, puisque nos pots de yaourt étaient des pots transparents, mais ils étaient consignés, tout était consigné. Et à partir de cette date, ce qui nous revenait de la consigne, c'était plus des petits pots transparents, c'était des petits pots Danone, Eléville, etc. Donc les parents se sont dit, on ne va pas tenir le coup, il faut... Donc, voilà. Et comme mon père, donc, il a compris que ce modèle économique-là était en train de s'effondrer, d'autant qu'il était en lien très fort avec Chambard de l'Aube, qui était le prof d'économie de Grignon, et que cette ferme servait de cobaye dans la mise au point des méthodes de comptabilité et de gestion des exploitations agricoles. Donc, il s'est très très vite aperçu que tout ça était en train de prendre l'eau, et donc il a pris cette décision extrêmement courageuse, parce que c'était vraiment sa passion, en fait. Donc,
on a beaucoup pleuré, voilà, comme au départ d'ailleurs des éleveurs qui ont dû sacrifier leurs troupeaux au moment de la vache folle. Bon voilà, puis, bon, les choses ont rebondi, etc. L'exposition, donc je l'ai construit autour d'un fil rouge qui est de la famine à l'abondance. Voilà, parce que, si vous voulez, c'est une expo qui est un peu bon, en résonance avec le débat actuel sur l'agriculture, sur l'alimentation. Et donc je voulais rappeler quand même que les famines ne sont pas si éloignées de nous dans notre histoire que cela. J'avais aussi un petit message subliminal, c'est que finalement la France a réussi à se relever de crises agricoles et alimentaires extrêmement graves et qu'elle a toujours su les surmonter. Donc voilà, c'est plutôt... voilà, c'est pas une exposition nostalgique, c'est plutôt une exposition... rassurante. En tout cas, oui, il y a une pointe d'optimisme sur le fait qu'à travers tout ce qui se passe, il y a bien des chemins qui vont se trouver. C'est un peu ça, sans dire lequel. On est quand même en Normandie, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Voilà, donc j'ai distingué 4 périodes. La première période qui va de la mort de Louis XIV à 1870, à la guerre, enfin, au désastre de Sedan et à l'avènement de la Troisième République. La deuxième partie, donc, c'est la Troisième République intégralement. La troisième partie, c'est la Révolution silencieuse et l'explosion de la production, des rendements, la productivité de l'agriculture. Et la dernière partie, je la fais partir de la décennie 90-2000, que je considère comme étant la décennie de tous les bouleversements. Je m'expliquerai là-dessus, à partir de laquelle ont émergé une multitude d'initiatives, de tentatives, de reconversion. Voilà. Alors pourquoi 1715-1870 ? Parce que la période qui précède la mort de Louis XIV a été une période véritablement très très lourde en famine. Il faut se rappeler que la France a perdu 10% de sa population entre 1695 et 1715. En 20 ans, elle a perdu 10%. On est passé de 22 millions à 20 millions d'habitants. Il y a eu une vingtaine de famines à peu près sous le règne de Louis XIV. Certes, et Louis XIV, sur son lit de mort, donc, appelle son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, et lui dit « Mon mignon, ne faites pas la guerre, ne m'imitez pas en cela, non plus que dans les trop grandes dépenses que j'ai effectuées. » Donc voilà, c'est un testament qui me paraissait mériter d'être cité. Mais alors, quand même, je trouve que le 18e est vraiment passionnant. Non pas qu'il n'y ait plus eu de famine, il y a eu bien des famines sous le 18e. Il y a eu des révoltes autour de ça, enfin tout ça, bon, les historiens l'ont rappelé sur le cheminement vers la Révolution. Mais le 18e, en même temps, est un vrai siècle de réveil. Et peut-être n'a-t-on pas assez insisté sur le fait que que les philosophes des Lumières eux-mêmes se sont préoccupés de cette question des subsistances, y ont contribué à travers leur regard sur la nature, sur ce qu'ils ont appelé la nature, et ils ont joué un rôle considérable dans ce réveil. Donc je cite évidemment les physiocrates en tout premier lieu, puisque eux rappellent que toute richesse vient de la terre. C'est comme un vrai basculement par rapport au siècle de Louis XIV, où la puissance est celle des armes et celle de l'ostentation et de la violence symbolique du pouvoir. Donc, bon, voilà, je trouve ça tout à fait intéressant, passionnant. Comment dirais-je, les Quesnay, les Dupont de Nemours, c'est une période où la France, d'une certaine façon, est en pleine fascination de ce qu'a déjà construit l'Angleterre du point de vue de son agriculture, mais en même temps est regardé déjà comme modèle. Dupont de Nemours est écouté par Catherine II, par Stanislas,
le roi de Suède. Enfin, il y a une vraie circulation de ces intellectuels français partout en Europe. Enfin, on parle français d'ailleurs. Bon. Et donc ça concerne aussi cette question des subsistances. Enfin, je voulais mettre avec deux focus sur lesquels je veux insister. C'est bien sûr Parmentier et sa restauration, enfin, en quelque sorte, de la pomme de terre dans l'alimentation, à travers son rôle de pharmacien des armées. Et Louis XVI est tout à fait attentif à cette question. Il encourage Parmentier, il le reconnaît, il demande que l'on serve des pommes de terre à la cour tous les jours. Marie-Antoinette met des fleurs de pommes de terre à son chapeau, enfin tout ça. Il y a un vrai mouvement autour de tout ça. Et le deuxième focus, c'est évidemment la bergerie de Rambouillet, qui est le début de la sélection animale, de tout cet effort. Bref, on est quand même dans des réflexions qui sont immédiatement en même temps des réflexions scientifiques. Enfin, c'est quand même... et ceci se diffuse à travers les sociétés savantes qui se multiplient et dont la SAF sera évidemment un peu plus tard. Une autre personnalité intéressante, c'est évidemment... Alors, je ne fais pas de coupure à la Révolution française. Pour cette histoire-là, je vais jusqu'en 1870 parce que ce mouvement de modernisation, ce mouvement de développement de l'agriculture repose véritablement sur des aristocrates éclairés et pas sur une paysannerie diffuse. Donc sur des aristocrates éclairés qui en plus bénéficient du code civil, du droit de propriété et du slogan révolutionnaire « La propriété, c'est la liberté ». Et ce sont d'abord eux qui profitent de cette assertion. Et d'ailleurs, ils ont espéré éviter la révolution à travers ce mouvement de développement. Et donc, la restauration, pour moi, est en continuité avec ce mouvement inauguré au XVIIIe. Une personnalité comme Mathieu de Dombasle en est tout à fait un très beau symbole. De Lesser qui découvre le procédé d'extraction du sucre de la betterave pour faire face au blocus continental et à l'absence de sucre. Donc tout ça, à mon avis, va jusqu'au Second Empire avec l'émergence des modèles de l'industrie appliquée à l'agriculture et du développement d'une première industrie alimentaire. Je vais partir la deuxième partie de 1870 parce que, en fait, il y a évidemment, parce que je suis comme ça, dans cette histoire, une histoire qui est une histoire politique de l'agriculture, vous l'avez compris. Et donc, la Troisième République est vraiment une rupture à mes yeux. C'est-à-dire que le projet de Gambetta de faire des paysans le socle de la République, de les arracher au bonapartisme, de les arracher à la monarchie, est un projet puissant, fort, qui va vraiment marquer toute la Troisième République, qui va rallier les paysans, qui va chercher à en faire des petits propriétaires, parce que la propriété c'est la liberté, et que donc il faut qu'ils y accèdent. Ils n'attendent que ça, puisque ceci c'est éloigner la Saint-Michel à laquelle tout le monde déménage, donc tout ça est extrêmement important. On change de pied, et je trouve aussi très intéressant dans cette vision républicaine qui se construit quand même sur deux socles forts, l'agriculture avec la création du ministère de l'Agriculture, puis tout ce qui s'ensuit, Méline, la création du mérite agricole, mais surtout du crédit agricole pour distribuer de l'argent et faire en sorte que cet accès à la propriété puisse se faire, et l'école, et de voir la résonance entre les deux sur le fait que la pensée du progrès agricole emprunte, ou réciproquement, à l'excellence républicaine de l'école, c'est-à-dire qu'on donne des médailles, on fait des concours, on fait des comices partout, on récompense, on donne des plaques, on donne des médailles, enfin bon bref, on récompense les meilleurs pour qu'ils servent de modèle aux autres, que ça se diffuse, etc. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'un modèle culturel très puissant, très puissant, qui a fonctionné jusqu'à un certain point, puisque malgré tout, la France, avec ce système
d'une vision de l'autonomie des familles, de l'autosuffisance de la ferme, où on produit un peu de tout partout, où on a le moins recours possible au marché. Au bout du bout, quand même, la France n'était pas autosuffisante. Bon, et donc c'est le réveil de l'après-guerre, avec une grande surprise, c'est que l'élan modernisateur ne vient pas à ce moment-là des républicains, mais des catholiques. C'est eux qui prennent le relais avec la création de la jeunesse agricole catholique, qui veut sortir de cet archaïsme, qui est boosté par les jésuites à se former, à être fier de son métier, à s'ouvrir sur le monde et pas rester et pas considérer que chaque village est un centre du monde. Donc c'est un mouvement évidemment, enfin, tout à fait extraordinaire et qui rompt avec la vision Troisième République sur la patrimonialisation de la terre, puisque la GAC déclare la terre, c'est pas d'abord un patrimoine, c'est un outil de travail. Et donc ça, c'est révolutionnaire. Et ça ouvre, ça permettra d'ailleurs le remembrement en toute tranquillité, puisque c'est un outil de travail. Donc on change de registre complètement. Bon, l'histoire, là, vous la connaissez, hein, ces deux bâtisses, ces Pisani, avec quand même un petit point que je raconte pas trop, parce que bon, il faut pas trop contrarier tout le monde, mais c'est que De Gaulle vraiment ne voulait pas parler aux paysans, quand même, vraiment. Le soutien de la corporation et de Vichy était quand même bien ancré chez lui, et qu'il n'a pas, la seule profession qui n'a pas été reçue à Colombey pendant toute la traversée du désert, c'est la profession agricole. Et à tel point que, ça je le tiens de Jean-Marcel Jeannet, que alors que toutes les commissions du plan étaient d'accord pour dire que la France s'en sortirait si elle commençait par moderniser son agriculture, on avait encore 33% de population active agricole, que le plan Marshall développe la motorisation avec ce fameux petit gris qui est là, eh bien, à l'arrivée de la Ve République, la question agricole n'est pas posée et il faut attendre 1959 pour que Debré, accompagné de Jeannet, de Baumgartner et de Rochereau, qui était l'actuel ministre de l'Agriculture, aille rencontrer le général, lui mettre le problème sur la table. Et au bout de 3/4 d'heure, De Gaulle a lâché. Un pays qui ne peut pas se nourrir ne saurait être un grand pays, et ça valut ordre de marche pour les lois qui sont devenues les lois de 60 et de 62, dont le premier train a été négocié entre Debattis et Dupont-Fourville à Matignon, et puis le deuxième train porté par Pisani, comme on le sait. Alors, de tout ça ressortent deux schémas d'éminents académiciens. Le premier sur les rendements en blé depuis 1800, le deuxième sur les rendements en lait, alors là sur une période plus courte parce qu'on n'avait pas les chiffres avant, le premier de Jean-Louis Bernard, le second est de Jean-Claude Guédon. Et donc tout ça fait de la France une très grande puissance, et on arrive dès les années 80 aux grandes crises de surproduction qui commencent déjà évidemment d'où l'invention d'ailleurs, très importante, parce que ça a eu des conséquences pour la suite, de l'idée de vocation exportatrice de la France. Donc si la France avait vocation exportatrice, évidemment il fallait qu'elle rentre sur le marché mondial et sur les prix mondiaux. Donc tout ça s'est enchaîné avec donc, les accords de 92 et cette décennie 90-2000, donc changement de pied sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on abandonne les prix garantis, ce qui est quand même une grande révolution. Deuxièmement, les crises sanitaires de la vache folle, de la dioxine, des listeria à répétition. Une question agronomique très importante que la relance agronomique n'a pas réussi à surmonter, c'est le plateau des rendements à partir de 92. Donc ça, c'était une grande question intéressante. Et puis, les questions qui surgissent, qui ne sont plus seulement des questions agricoles, mais des questions alimentaires, avec le problème du surpoids, de l'obésité, du diabète, enfin, tous ces points qui émergent. J'ajoute quand même le fait que le débat devient vraiment un débat mondial sur l'impossibilité, dans ce contexte, d'éradiquer la malnutrition de 800 millions à 1 milliard d'êtres humains, donc des déséquilibres autour de tout ça.
Bon, voilà, enfin, beaucoup de questions qui surgissent avec le sommet de Rio, le sommet de Johannesburg, la Maison Brûle, enfin, donc toutes ces questions qui, vraiment, 90-2000, je trouve que, on peut en discuter, hein, mais enfin, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont vraiment émergé à ce moment-là, et dont ont émané des tentatives de réponse autour du bio, autour des co-phyto, autour du débat sur les OGM et maintenant CRISPR-Cas9, autour du bien-être animal, la haute valeur environnementale, etc. Et puis la poursuite du retournement politique avec la politique agricole commune autour du verdissement, autour du Green Deal, autour de la loi Le Foll sur l'agroécologie, enfin bon, bref, tout ça émerge. Et on voit là sur le plateau du Neubourg, qui était quand même à la pointe du productivisme et des rendements. Ici, mon père, en 1984, a fait 120 quintaux à l'hectare sur plusieurs parcelles d'exploitation et 105 quintaux de moyenne. Donc, Marie Haussmann sans doute. Pardon? Avec Marie Haussmann sans doute. Oui, c'était le festival. C'était une variété Claude Benoît. Et mon père me disant d'ailleurs au soir de cette moisson, et maintenant. Et maintenant. Voilà, c'était assez intéressant. Et donc, voilà. Et bien, ce plateau du Neubourg, oui, pour dire, on y voit des tas de choses qui émergent, y compris la ferme de Pierrelet, qui est juste à voisine et qui est le berceau de ma famille, qui est convertie en bio par Ludovic Hervieux. Et, donc tout ça était impensable il y a 15 ans. Voilà, mais il n'y a pas que le bio. Enfin, il y a des tas de choses. Voilà, écoutez les amis. Le domaine d'Arcon est un service de la direction de la culture du département de Lyon. Donc en fait, le département est ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et bon, voilà, je suis désolée. C'était un jour où j'avais pas d'animatrices, elles sont en formation, tous les guides sont en formation aujourd'hui. Voilà, donc on va pas pouvoir beaucoup vous accompagner. Et moi j'ai une réunion sur Évreux tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'on est voilà, sur ce site légué par l'Académie en juin 1999. Je ne sais pas si vous avez toujours... oui, CD, pardon. Je ne sais pas si vous avez ce petit bouquin de... Moi j'en ai encore. Si vous avez. Oui, il y en a plein à la carte. Oui. À la carte, il y en a. Pour mon frère, son sœur, c'était un domaine acheté par Louis Gervais de la Mare les 2 heures. Et Louis Gervais avait acquis ce domaine, et sans y mettre les pieds, je crois. Oui, sans y mettre les pieds. Il avait voulu en faire un arboretum. Et les cèdres qui sont là, c'est les cèdres. Il a d'abord travaillé sur la forêt. Et puis sur l'arboretum après. Voilà, ceux qui ont plus de connaissances que moi de l'histoire peuvent raconter, mais on a maintenant appelé la salle de la Mare au rez-de-chaussée pour rappeler ce legs généreux de la Mare qui croyait. En gros, la formation aussi, enfin l'expérimentation et la formation à l'exploitation de la forêt. C'était son moteur. C'est plus que ça même, puisque il avait le domaine faisait de mémoire 450 hectares. Partie forêt, 90 hectares, et agricole. Et il l'avait légué à l'Académie en spécifiant que c'était pour que l'Académie montre aux générations futures comment elle savait bien gérer une propriété. Ensuite, vous le savez, il y a eu la Révolution, et donc le château et les biens qui correspondaient à ce duché ont été nationalisés, et tout ça a fait l'objet de ventes, et c'est le domaine d'une superficie d'environ 300 hectares a été vendu à Louis Gervais de la Mare. À l'époque, ce qu'il avait, c'était le château et à peu près 300 hectares.
dans ces 300 hectares, il y avait ce qu'on appelle du mauvais taillis sous-futet d'après les archives, et beaucoup de landes, des terrains non boisés. Alors, il a décidé d'enrichir ponctuellement, pas toute la forêt, mais de faire des tentatives, des expérimentations de reboisement avec des feuillus qui n'ont généralement pas donné des résultats extrêmement brillants à l'époque, et de plus en plus avec des résines. Donc, ça marque un peu le territoire. Alors, il était optimiste sur ce qu'il comptait faire de cette forêt. Création d'une richesse millionnaire par la culture des pins, donc on pouvait rêver, c'était en fin d'époque. Voilà. Mais il décide de léguer ce domaine après sa mort à la Société royale et centrale d'agriculture, qui deviendra l'Académie. C'est quelle année la donation? Ça a été concrétisé en 1828, après sa mort. Alors ensuite, il y a eu différents mouvements fonciers sur ce territoire. D'abord, il y a eu des acquisitions foncières faites par la Société royale et centrale d'agriculture de 150 hectares, donc on est passé à 450 hectares. Et puis, il y a eu des périodes plus sombres. En 1882, décision de couper tous les pins de plus de 25 de diamètre, donc une forte décapitalisation qui marque le peuplement très fortement, donc très fort appauvrissement. Et puis, dans la période juste avant la première... Excusez-moi, pourquoi ils ont coupé? Je suppose qu'ils avaient un besoin financier très pressant à cette époque-là. Et puis, ils ont vendu plus de 300 hectares avant la Première Guerre mondiale. Donc, on est revenu à 150 hectares, mais toujours avec la partie d'Harcourt dedans, qui n'a pas varié, sauf la vente de 97. Ensuite, il y a eu des aménagements successifs qui ont été réalisés. Donc, il y a eu des noms connus de divers forestiers, Burneau, Rivet, Guigné, botanistes, Michaud, des botanistes dendrologues, des pédologues comme Duchaufour, récemment un écologue comme Alain Brett. Et donc, il y a eu des tentatives, ils ont apporté de la gestion expérimentale, ils ont apporté de la méthode du contrôle, de la conversion au futet, et puis une amélioration des connaissances. Végétation. Donc ça c'est la période qui remonte au XXe siècle. Donc 1952, l'Académie, donc reconnu établissement d'utilité publique, la forêt est soumise au régime forestier, on en a parlé tout à l'heure. Et en 1953, par convention, la gestion administrative est assurée par l'administration des eaux et forêts, c'est assez fort, et la gestion technique confiée à la station de recherche forestière de Nancy. C'était l'ENEF. Et en 1980, l'intégralité de la mise en œuvre du régime forestier est confiée à l'ONF dans un document ad hoc. Et je vous rappelle, on n'y reviendra, en juin 1999, le 23 juin, l'ONF décide de vendre gracieusement le château, l'arboretum et des parcelles. L'Académie. Quoi? Vous avez dit l'ONF. Non mais on était passé au-dessus. Décide de vendre le château. Le directeur général adjoint. Tu vois, et ça va pas s'arranger. Vous prenez notre tâche. Donc, cession, même pas aux Français symboliques, c'est une cession gratuite du château et de 6,7 hectares. Donc depuis, la surface de la forêt est de 87 hectares. Et donc il faut avoir présent à l'esprit un peu tout ce fil historique pour comprendre un peu l'esprit des lieux, tout ce qui s'est passé dans cette forêt, avec beaucoup d'apports de différentes idées d'administrateurs, enfin de membres de l'Académie. Et donc ça donne une forêt qui est très diversifiée en essence, avec beaucoup de parquets. Voilà. Ça c'est le patrimoine dont nous héritons actuellement. La forêt est quand même bien différente à Boulay-Morin parce qu'il n'y a pas eu tout ce passé historique.
Les principales caractéristiques du point de vue forestier de la forêt, comme l'a dit Jacques Valex tout à l'heure, sa caractéristique principale, c'est sa grande richesse, sa grande diversité, qui est effectivement une richesse, mais qui est aussi pour le gestionnaire une grande complexité, puisque sur 87 hectares, nous avons au bas mot pas loin de 90 unités de gestion. Donc l'unité de gestion moyenne sur la forêt fait à peine plus d'1 hectare. Donc autant vous dire qu'il y en a quelques-unes qui sont au-dessus, mais ça veut dire aussi qu'il y a quelques unités de gestion sur la forêt d'Harcourt qui sont en dessous du demi-hectare. Donc voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques majeures de la forêt au départ. L'autre caractéristique, c'est qu'elle est composée d'une grande diversité de peuplements, et bon nombre d'entre eux, dès l'étude de l'aménagement précédent, avait mis en évidence le fait que, on l'a dit également tout à l'heure, certains de ces peuplements étaient vieillissants. Donc on avait en fait soit des jeunes peuplements issus de régénération naturelle ou de plantation, d'essences diverses, soit des peuplements relativement vieillissants. Donc la décision qui a été prise lors de l'élaboration du dernier aménagement, c'est de travailler à 3 niveaux. Premier niveau, c'est travailler en amélioration dans tous les peuplements de structures plus ou moins régulières, qui soient issus d'anciens taillis sous-futés ou qui soient issus de peuplements réguliers, de plantation ou de régénération naturelle. Soit sur un petit groupe de parcelles qui représente une surface de 10 hectares, de travailler de façon irrégulière. Donc, autre mode de gestion mis en place durant ces années sur un groupe de 4 parcelles, si je ne me trompe pas, donc qui représente 10 hectares, et puis engager un effort de régénération et de rajeunissement de la forêt. Comme je vous l'ai dit, un bon nombre de peuplements étaient vieillissants, et le choix s'est porté essentiellement pendant cette phase d'aménagement sur les peuplements résineux. Donc il y a dans la forêt donc à la fois des feuillus, à la fois des résineux. L'essentiel des feuillus sont d'origine naturelle, issus d'anciens TSF. Et, TSF, taillis sous-futé. Taillis sous-futé, absolument. Et oui, n'hésitez pas. Oui. Pour revenir donc aux résineux, nous avions des peuplements à 2 niveaux. Donc des peuplements assez récents qui sont toujours en phase d'amélioration, composés d'essences plus ou moins exotiques, Douglas, sapin de Vancouver, pin laricio, etc. Et puis des peuplements plus âgés, essentiellement constitués de pins sylvestres. Donc voilà. Les zones bleues en fait, sur la carte sont des zones de régénération. Donc là aujourd'hui, effectivement, on est lorsqu'on régénère en fait le peuplement forestier, la première question que l'on va se poser, c'est de savoir si l'essence du peuplement que l'on doit régénérer est adaptée aux conditions du milieu. Si l'essence en question est adaptée, dans ce cas-là, j'ai vu les deux, mais c'est pas la limite des peuplements.